Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci de prendre le temps de la curiosité sur ce sujet d'export et de euh, veille réglementaire, veille normative et l'aspect commercial de sécurisation du poste client. Donc, vous voyez dans ce titre trois éléments très opérationnels avec des retours d'expérience des personnes qui sont avec nous et que je vais tout de suite vous présenter. Donc, pour aborder ces trois points très opérationnels des missions d'export, on a avec nous, bonjour Denis Schnebelen, vous êtes le président de l'UNM et membre fondateur de Mécalliance. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue Denis. Voilà. Bonjour Benjamin Frugier, directeur général de la FIM et président de Clarus. Bonjour, juste Clarus est la filiale commerciale de la FIM, hein, c'est important. Très bien de le préciser, merci beaucoup. Et bonjour Antoine Alopo, directeur général de Sofitech Semeca. Enchanté. Bonjour à toutes et à tous. Et moi-même, Annelise, pour animer et partager toutes les questions que vous pourrez remonter dans la partie Q&R. Ok, donc sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Notre grande motivation à aborder ce sujet avec vous aujourd'hui, c'était de montrer que normes et réglementations, ce sont deux mêmes jambes d'égale importance, une gauche, une droite, et que c'était de véritables boussoles, de véritables repères quand on se dirige à l'export. Pourquoi? Parce que, mais ça fait du bien de le rappeler, il y a évidemment le besoin de réduire les risques juridiques liés à la mise sur le marché du produit. On n'aime pas que ça nous tombe comme ça sans prévenir, il faut pouvoir l'anticiper. Vous allez partir de votre pays d'origine vers un pays de destination. Vous serez dans deux environnements différents, donc il sera nécessaire d'identifier les écarts entre l'environnement juridique que vous connaissez dans votre pays d'origine et l'environnement juridique de votre pays cible, et même raisonnement pour l'environnement normatif. Et enfin, quand vous aurez compris le gap entre ces deux environnements, votre raisonnement sera de comprendre les éventuels impacts que cela peut avoir sur la conception et la fabrication de ce que vous souhaitez vendre là-bas. Et sur la base de toutes ces informations réunies et de ces analyses, vous serez mené à faire des arbitrages stratégiques en choisissant peut-être un territoire plutôt qu'un autre, un plan commercial différent avec un réseau de distributeurs différent. Donc, la motivation à mener ce webinaire aujourd'hui, c'est vraiment de faire comprendre que la conformité réglementaire et normative, n'est pas une formalité administrative, c'est pas quelque chose auquel on s'intéresse après avoir pensé à son produit. Bien au contraire, c'est une donnée d'entrée qui va venir conditionner votre accès au marché, la responsabilité juridique et l'évolution commerciale de tout ce que vous pourrez envisager. Sans tarder, je passe la parole à Benjamin pour qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le contexte réglementaire et normatif. Et Merci. Benjamin va l'aborder sur le côté réglementaire. Oui, donc le volet sur la question de la conformité des produits est très important, puisque donc les fabricants en général sont évidemment confrontés au corpus réglementaire européen qu'ils connaissent bien, mais d'autres régions ont des philosophies, des approches parfois différentes. Donc la question, c'est comment je peux avoir accès au marché du pays sur lequel j'ai une stratégie commerciale. Donc il y a plein de sujets qui se posent. Donc évidemment, il y a des sujets autour des est-ce que le produit que je souhaite exporter est soumis à une certification obligatoire? Si c'est le cas, quelles sont les modalités vis-à-vis notamment des essais? Voilà, il y a des questions aussi sur le marquage, les exigences documentaires, etc. Et puis les enjeux réglementaires, donc c'est la conformité des produits, mais aussi des aspects douaniers. Il faut aussi savoir ce produit, quel est son régime douanier, quelles sont les règles d'origine, quels sont les droits de douane à l'entrée, et est-ce qu'il n'y a pas des dispositions spécifiques douanières au moment de l'entrée du produit sur le marché de destination. Plus globalement, cette question renvoie à la question de la responsabilité, c'est-à-dire quelle est la nature des risques juridiques lorsque j'exporte un produit dans un pays tiers?
Voilà, donc ça, c'est le volet réglementaire. Évidemment, il y a aussi la strate normative, puisque de façon générale, dans l'environnement européen, mais c'est vrai au niveau mondial, il y a toujours une articulation entre la partie réglementaire et la partie normative. La partie normative pouvant être soit rendue obligatoire par le pays de destination, soit aussi permettant de faciliter la mise sur le marché. Donc, en tout état de cause, ça reste un sujet très important. Là, on rentre dans une autre logique, c'est que donc la réglementation est ce qu'elle est. Par contre, en matière de normalisation, le cheminement est un peu différent puisque il faut regarder effectivement, il faut partir de la norme de base ou les normes de base qui sont utilisées pour mettre sur le marché au niveau européen, qui parfois peuvent être d'origine ISO. Et puis aller regarder dans le pays de destination si le pays a repris la norme ISO ou pas ou utilise un autre référentiel. Voilà, donc il y a un cheminement un petit peu différent. Alors, globalement, qu'est-ce qu'il faut regarder? Il faut regarder effectivement les exigences en matière de santé-sécurité, ça c'est la base. Ensuite, vous avez des exigences qui sont un peu d'autre nature, généralement en matière d'environnement. Donc là, on va parler de substances, on va parler de gaz à effet de serre, les fluides frigorigènes, par exemple. Voilà, donc c'est des choses qui ont trait à l'environnement. Il peut y avoir aussi des choses en lien avec l'efficacité énergétique. Et puis, le dernier volet, ce sont les douanes et les formalités douanières, le cas échéant. Donc, il y a un certain nombre de sujets en matière réglementaire à regarder. Alors, l'AFIM, au travers de sa filiale commerciale Clarus, a mis en place une offre sur cette question réglementaire. Donc, on suit un certain nombre de pays de législation. Donc, le pays, donc c'est les pays principaux d'exportation des produits mécaniciens. Donc, on va retrouver l'Amérique du Nord, donc typiquement les États-Unis, donc au niveau fédéral et au niveau des États, le Canada, le Mexique, le Brésil, l'Argentine. On a aussi beaucoup de demandes sur le Moyen-Orient, donc Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, et puis l'Afrique, certains pays d'Afrique en particulier. Récemment, on a eu des demandes sur l'Algérie et l'Afrique du Sud. Et puis aussi, il y a des zones de développement importantes, dans la zone ASEAN, la Chine, le Japon, Corée du Sud, Indonésie, et aussi voilà, l'Australie et l'Inde. Donc, on couvre un certain nombre de réglementations. Je les ai pas toutes mises, parce qu'il y en a beaucoup, mais on va retrouver l'essentiel des législations qui sont suivies par notre fédération pour le compte des adhérents. Donc, on va retrouver les machines, enfin, les équipements sous pression, les équipements électriques, ATEX, etc. Sur les substances et l'éco-conception, donc c'est pareil, on a aussi une expertise. Et puis sur les règles douanières, donc effectivement, on peut accompagner les entreprises sur la partie règles d'origine, les mesures techniques à l'entrée du territoire. Règles d'origine, c'est important parce que en fonction du pays de destination, si l'Union européenne a un accord ou pas, on n'utilise pas les mêmes règles d'origine. Et puis, il faut avoir aussi une vision sur les droits de douane à l'entrée et d'éventuelles mesures techniques. Je donne un exemple. Par exemple, pour les produits qui sont consommateurs d'énergie et qui sont réglementés aux États-Unis, il faut faire une procédure de déclaration avant la mise sur le marché. En Australie aussi, il peut y avoir des contraintes sur du machinisme agricole, par exemple, où un produit qui a fait l'objet d'essais dans l'Europe doit être en fait nettoyé à l'arrivée en Australie pour éviter des problématiques de contamination. Voilà, donc ça, c'est le périmètre géographique et le périmètre en matière de législation. Et je vais donner juste deux exemples pour montrer les deux grandes catégories de missions qu'on peut mettre en œuvre. Donc la première, là, l'idée, c'est ce qui est très intéressant pour les fabricants, c'est d'avoir une analyse comparative, puisqu'effectivement, le bureau d'études connaît bien la réglementation européenne. Et ce qu'ils souhaitent savoir, c'est dans le pays de destination, quelles sont les différences. Ils ne souhaitent pas forcément avoir, enfin, ça fait partie de la commande, mais quelle est la réglementation applicable, par exemple dans le secteur machine.
Mais ce qui les intéresse, c'est surtout le différentiel, c'est-à-dire quelles sont soit les dispositions qui sont différentes. Est-ce qu'il y a des dispositions? Voilà, c'est vraiment c'est du droit comparé en fait, quelque part. Donc là, j'ai pris juste un exemple d'un livrable qu'on a fait pour du machinisme agricole dans l'État de Californie. Donc dans l'Union européenne, c'est réglementé par un règlement, donc qu'on rappelle. Ce règlement prévoit un certain nombre de dispositions juridiques par grand thème de sécurité. Donc le premier, c'est l'intégrité du véhicule, les questions de vitesse maximale, de régulation de vitesse, et puis les dispositifs de freinage. J'en ai pris trois. Donc les référentiels communautaires, bah, il y a un règlement délégué avec des annexes qui sont pertinentes. Et puis le référentiel normatif, en l'occurrence, il n'y en a pas pour ces trois thématiques. Et l'idée, c'est de voir bah, quelles sont les dispositions équivalentes aux États-Unis. Donc on voit que pour l'intégrité du véhicule, donc c'est le deuxième tableau, c'est le titre 29. Donc là, on est sur la volet réglementation fédérale qui réglemente l'intégrité du véhicule et qui renvoie des normes obligatoires qui sont les deux normes, enfin la norme notée dans la dernière colonne. Donc là, on voit que cette question de l'intégrité du véhicule qui est générale, elle est traitée au niveau fédéral. Et puis pour les aspects, en fait c'est vrai pour la vitesse aussi, hein. C'est le volet 1 et 2. Et puis pour le volet freinage, en fait il y a des dispositions spécifiques qui sont californiennes, donc qui sont déterminées dans un référentiel technique qui s'appelle le GISO. Voilà, et donc on renvoie aux éléments spécifiques en fonction de la nature du sujet. Et là, on voit qu'il n'y a pas de normes obligatoires. Donc ce tableau qui est en fait beaucoup plus vaste, hein, permet au bureau d'études de savoir par rapport au référentiel européen bah, quelles sont en miroir les dispositions dans l'État de Californie. Et là, on voit que dans l'État de Californie, l'État de Californie a repris des dispositions de nature fédérale et des dispositions de nature de l'État de Californie qui sont spécifiques. Donc ça permet de clarifier pour le bureau d'études bah, quel est le référentiel réglementaire et technique dans l'état de destination. Donc ça, c'est le premier exemple. Et deuxième exemple, on a des industriels qui ont plutôt des questions. Donc ils connaissent le référentiel applicable, mais il peut y avoir des questions d'interprétation ou aussi dans le cas où certaines dispositions, là en l'occurrence fédérales, aux États-Unis, font l'objet d'une plainte en disant que ces dispositions-là sont illégales. Et donc là, on a eu des questions d'un fabricant pour bien identifier bah, qu'est-ce qui était applicable. Voilà, donc il y a un long développement, il y a plusieurs questions. Là, j'ai pris juste un exemple. Donc c'est un fabricant de matériel qui contient du fluide frigorigène et qui exporte dans un certain nombre d'États des États-Unis et qui voulait avoir une vision des réglementations applicables sur son produit, enfin le type de fluide frigorigène qu'il utilisait dans un certain nombre d'États américains. Donc on a fait un travail de cartographie pour lui permettre de savoir ce qu'il en était. Et on a rajouté, le cas échéant, les projets de réglementation. Parce qu'effectivement, quand on fait une étude, elle est valable à un moment donné et le référentiel réglementaire peut évoluer dans le temps. Et donc là, typiquement sur la Californie, on avait donc la réglementation en vigueur, mais aussi un projet de règlement qui permet aux fabricants aussi d'anticiper les suites. Voilà, donc globalement, tout ça pour dire que on a deux grandes catégories de missions. Soit de savoir, on part de rien, c'est-à-dire que le fabricant souhaite savoir quel est le référentiel applicable dans le pays de destination. Voilà, donc là, on fait une étude de ce qu'on appelle une analyse réglementaire ou une cartographie réglementaire. Et puis, une deuxième typologie de mission où ce sont plutôt des questions voilà, qui nécessitent un peu de recherche. Voilà, c'est pas, donc là, le fabricant est au courant de la réglementation, enfin, globalement de ce qui se passe dans le pays de destination, mais vu les modifications, vu un certain nombre de sujets d'actualité, il préfère sécuriser sa mise sur le marché et voilà, avoir
des réponses précises à ces questions. Donc voilà globalement les deux types de missions qu'on peut réaliser. Merci Benjamin, extrêmement ponctuel. Je regarde tout de suite dans le chat en même temps qu'on se parle s'il y a des questions en rapport ou si vous les gardez pour la fin. J'ai un petit repère Q&R. Oui, on en a une. Ah oui, oui, bien sûr, Céline, mettre en plein écran, c'est corrigé. Bon, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. En tout cas, on les balayera toutes à la fin, donc vous pouvez les poser, même si non lues s'affichent, sachez qu'elles seront lues un moment dans le fil de la conversation. Ok, donc on y retourne. On va rentrer dans le vif du sujet concernant l'analyse normative. Alors, j'ai fait des présentations assez vite tout à l'heure. Donc là, c'était Benjamin sur la partie FIM de la Fédération des industries mécaniques et son agence commerciale Clarus qui vous accompagne sur ces sujets-là. Et cette partie vraiment normative et analyse normative, c'est l'UNM qui vous la propose. UNM pour Union de normalisation de la mécanique. Et je vais vous expliquer comment nous travaillons sur ces sujets-là. Et je vais surtout laisser par la suite mon président, Denis Schnebelen, vous raconter plus ses retours d'expérience sur l'utilité de ces analyses comparatives de normes. C'est parti. Donc, lorsqu'un industriel nous dit qu'il a des vues sur X ou Y pays de destination, le premier réflexe qu'on essaye de susciter chez lui, c'est de bien réfléchir en termes d'environnement et d'écart. Donc, en général, ces industriels dans notre environnement travaillent avec, dans leur quotidien auprès de leurs équipes, avec un corpus d'une centaine de normes en moyenne. Donc, cette centaine de normes, bien souvent, s'ils sont bien organisés, surtout les ISO 9001, ils ont déjà une liste Excel de normes qu'ils utilisent dans leur activité en France ou en Europe. Et c'est souvent de cette liste-là qu'on repart en disant, ben voilà, vous êtes en France, vous travaillez avec cette norme sur les convoyeurs, cette norme sur les distances de sécurité, cette norme pour les accès aux machines, etc. Et cette liste-là, maintenant, tout l'enjeu est de comprendre ces normes de mon quotidien ont-elles un équivalent dans le pays que je cible. Donc, il va y avoir en étape 2 tout un travail de correspondance pour se dire est-ce que je la trouve strictement de la même façon, c'est-à-dire est-ce que ils reprennent l'EN, la même EN que moi, ou une ISO que je connais? Non, ils prennent quelque chose de local. La norme locale couvre-t-elle les mêmes sujets que la NFEN ou l'ISO que j'utilise? Et toute l'idée est de recomposer. Une fois qu'on a recomposé la norme qu'on a l'habitude d'utiliser, il faut ensuite comprendre les points d'écart. C'est l'étape numéro 3. C'est-à-dire que est-ce qu'elle formule les mêmes exigences que moi habituellement? Est-ce qu'il y a une différence dans les distances recommandées? Après avoir identifié et comparé et trouvé les équivalences, il faut rentrer dans les paragraphes et venir pointer les différences. Et ce sont ces mêmes différences qui, plus tard, c'est le point 4, vont vous montrer, ah oui, dans tel pays, on me demande 3 mm, dans un autre, c'est 5. Ça va changer ma conception. Ça a donc une conséquence, ça a donc un impact sur, j'y mets en exemple la conception, la sécurité, le design, le choix de matière, le plan d'évacuation des fumées. Mais cette partie-là, en fait, vous ne pouvez pas réaliser ce point 4 si vous n'avez pas préalablement pris le temps des correspondances et pris le temps de pointer les écarts. Et notre valeur ajoutée à l'UNM, elle est vraiment sur les 3 premiers. Pourquoi? Parce que on connaît ces textes, on est capable de les comparer avec nos homologues dans d'autres pays, de vous désigner les écarts. Mais le point 4, il vous appartient strictement, puisque seul vous êtes dans le secret de votre conception. Mais vous n'arriverez pas à réaliser ce point 4 si vous n'avez pas pris le temps de faire ces 3 étapes-là auparavant. Et pour vous donner un exemple plus concret, quand on regarde la plus classique, la 1200, si vous avez par exemple un choix d'export vers les US qui reste quand même
parmi le top 3 de l'export en destination d'export en France, avec l'Allemagne. Eh bien, la 1200, vous la trouverez pas telle quelle aux États-Unis. La 1200, elle sera éclatée dans plusieurs textes que j'ai liste là. Et chacune de ces thématiques, la 1200 comporte de nombreuses thématiques, chacune de ces thématiques, elle n'est pas du tout abordée de la même façon à l'intérieur du paragraphe. Donc, on ne peut pas se contenter d'une comparaison sur base de titre, que ce soit le titre de la norme ou le titre du paragraphe. Et on ne peut pas se contenter de chercher un pour un. Ce sera une grande insatisfaction. Ce ne sera pas ce que vous trouverez au moment de l'exercice. Donc, notre alerte, c'est vraiment de prendre le temps des étapes que j'ai décrites précédemment et ensuite de ne pas se limiter au titre, mais de se faire aider pour rentrer dans les textes. Pour que ensuite vous ne confiez à votre bureau d'études que la partie compréhension de l'impact et la dernière colonne du tableau. Mais ce travail préliminaire, il faut le faire avec quelqu'un qui connaît le texte et l'orientation que les textes sont en train de prendre. Surtout dans nos domaines mécaniciens, puisqu'il y a des évolutions rapides, puisqu'il y a de la technicité et que du coup, il faut de l'expertise et pas une approche généraliste. Voilà. Donc ça, c'était mon message principal sur la méthodo. Mais on a un message plus profond à vous faire passer. C'est-à-dire que là, vous êtes dans la perspective, vous êtes dans votre mission export, vous planifiez ça peut-être à l'occasion d'un appel d'offres ou vous planifiez sur un an, vous vous donnez une échéance. Et au-delà de cette méthodologie de travail, il y a des choses que vous pouvez faire en arrière-plan pour soutenir vos actions à l'export. Et c'est aussi de ça qu'on voulait vous parler, hein, toujours avec notre casquette de union de normalisation de la mécanique. Et on ne peut pas miser sur l'export et se priver d'autres leviers. Aujourd'hui, on voit les grands groupes se positionner. Je donne le même exemple d'un grand fabricant de produits de beauté qui le vaut bien, qui n'hésite jamais à s'investir dans les commissions de normalisation pour construire sa présence sur le marché indien. Ce sont des techniques de grands groupes qui sont aussi accessibles aux PME, aux ETI, à des catégories qui semblent moins importantes sur le papier, mais qui ont des promesses tout aussi fortes et des ambitions tout aussi importantes. Donc, au-delà de cet exercice que je viens de présenter, j'ai proposé à Denis Schneevelen, notre président, de venir nous raconter comment est-ce qu'il a réussi à emmener Mention, le groupe qu'il a dirigé de nombreuses années, sur la scène internationale en cédant des normes. Puisque je voudrais qu'on mette en avant dans cette petite demi-heure qui nous reste, avant que je passe la parole à Sophie Texemica pour la partie financière, sur le côté stratégique que vous pouvez utiliser pour rayonner à l'international. J'ai mis 2 titres de presse, un qui date de moins d'un mois, hein, tous les deux, dans les Échos. La fonction d'une norme est de créer une distorsion dans la concurrence, quand la Chine prend le volant de la réglementation automobile. Et là, c'est la newsletter à droite de la BITD, qui s'inquiète du recours par des puissances étrangères de l'instrumentalisation du droit et de la normalisation pour s'introduire dans nos marchés. Aujourd'hui, quand on écrit une norme, en France, en Europe, au niveau de l'ISO, on fait en sorte d'y mettre des choses qui nous avantagent. On prépare notre entrée sur un marché. Et cet usage un peu agressif de la normalisation pour aller conquérir d'autres territoires, il reste méconnu. Et pourtant, il reste très pratique, très opérationnel, très concret. Et c'est la 3e jambe, on va dire, que je décrivais tout à l'heure, puisque quand vous êtes dans les études de méthodologie telles que je les ai présentées, c'est votre bureau d'études qui va monter en puissance et qui va s'emparer du sujet avec votre équipe commerciale. Mais vous pouvez préparer le terrain pour cette équipe-là. Vous pouvez préparer le terrain de votre bureau d'études, de vos équipes market, de votre équipe commerciale en faisant un travail de fond sur des normes qui peuvent changer votre marché. Donc, plutôt que de parler en théorie,
Je vais tout de suite passer la parole à Denis qui va vous raconter son parcours et comment il en est mention aussi loin. À toi, Denis. Merci Anne-Lise. Bien, effectivement, outre mes fonctions de président de l'UNM, j'ai dirigé pendant les 25 dernières années une PME qui fabrique des ferrures pour le bâtiment et qui sont exportées dans plus de 60 pays sur les 5 continents. Il s'agit de l'entreprise Mention. Alors, bon, ce que j'ai pu constater, c'est que les normes techniques euh, les normes techniques, je dirais, c'est un véhicule très variable d'un pays à l'autre, d'un marché à l'autre. Ça évolue dans le temps. Donc, il peut y avoir une multiplicité de contextes sur les marchés export. Et pendant ces 25 dernières années, enfin, surtout au début, je ne connaissais pas bien l'UNM et je n'avais pas recours au service de l'UNM pour explorer ce qui s'est passé. Bien, alors, déjà, on va parler un peu de mention secteur qui est très normé, avec un bouquet de normes volontaires, de normes harmonisées. Nos produits, particulièrement, sont sous normes volontaires. Donc en Europe, personne n'y attachait vraiment d'importance et le marché se focalisait sur les normes harmonisées parce que c'est un caractère obligatoire. Donc à mon arrivée à la tête de l'entreprise, j'ai considéré en Europe que la norme devait être un outil marketing. J'ai donc fait la promotion de la norme auprès de tous mes clients en Europe et avec succès. Ah, si, à titre d'anecdote, alors que je rencontrais mon principal concurrent étranger sur un salon, celui-ci me dit Denis, vraiment, tu m'enquiquines avec tes normes. Alors, depuis, il a compris que c'était aussi les siennes, hein, normes. Voilà. Alors, au-delà de l'Europe, bien sûr, on a conquis des marchés en Inde, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, et avec la mise en avant des normes européennes, parce qu'on était là sur des zones qui étaient peu normées dans notre domaine, ou bien, je dirais, avec des normes américaines, c'est le cas des Émirats, par exemple, et de l'Arabie Saoudite, mais qui quand même regardaient d'un bon œil les normes européennes, qui avaient je dirais, un a priori qualitatif pour eux. Voilà. Mais pour y parvenir, bon, c'est sûr qu'on parle des normes, mais en fait, ce que je voudrais dire, c'est que contrairement à ce que je vois souvent, les normes chez Mention, elles figurent en tête des catalogues produits, des documents commerciaux. Elles sont expliquées, vulgarisées pour les rendre accessibles aux clients. C'est pas toujours évident, mais c'est l'effort qu'il faut faire. Et les forces commerciales en font un cheval de bataille auprès des clients. Alors, ça remplace pas un bon produit au bon prix, c'est sûr, mais c'est un atout majeur si on sait le mettre en avant et il faut que nos forces commerciales sachent mettre en avant les normes que l'on utilise. Et même si on est sur un secteur qui n'est pas normé par des aspects européens, on peut parfois, avec des normes européennes, quand même arriver à les convaincre. Ensuite, il y a le fait de participer aux travaux de normalisation qui donne un avantage concurrentiel significatif. Ça m'est arrivé, notamment à Dubaï, où en me prévalant d'une norme européenne qui n'était pas encore publiée, j'ai pu prendre des marchés aux grandes dames de mon principal concurrent, européen lui aussi, mais qui ne participait pas aux travaux de normalisation. Donc voilà, j'ai bénéficié de cet avantage du seul fait de participer aux travaux de normalisation. Dernière chose, une petite expérience, c'est l'analyse et la compréhension de l'état de l'art normatif dans un pays. C'est un préalable nécessaire pour éviter des déconvenues. Je pense notamment aux États-Unis, où, par exemple, en ce qui nous concerne, on a dû adapter nos systèmes électroniques de contrôle d'accès pour pénétrer ce marché, parce qu'au-delà de la simple conformité électromagnétique que on s'apprêtait à certifier UL, on nous a demandé la certification non seulement du dispositif, mais des composants électroniques qui constituaient le dispositif. Donc voilà, c'est le genre de déconvenu qui peut coûter très cher et puis qui peut retarder une stratégie de développement commercial sur une zone, par exemple. Voilà ce que je peux vous dire. C'est l'exemple d'une PME, voilà, au cours de ces 20-25 dernières années, en termes de pénétration de marché export grâce aux normes. Merci, Denis. Dans l'anecdote, elle est charmante comme tout, hein, que quelqu'un t'appelle sur un salon et dise tu m'enquiquines avec ta norme. C'est vraiment
ça fait sourire, mais le signal, enfin, ce qui était intéressant dans cette anecdote, c'est que quand vous êtes aux commandes d'une norme, et notamment une ISO, vous avez un boulevard pour discuter, faire pencher la balance en votre faveur. Et il faut savoir en jouer. C'est-à-dire que la place, elle est libre, il faut la prendre et passer les messages que vous voulez dans un texte qui va vous servir. Donc, c'est un peu comme ça, le lien de cause à effet, remporter un marché avec une norme qui n'est pas encore sortie. La place est libre, vous dites ce que vous voulez, vous la faites passer dans la norme et vous le savez avant les autres. Du coup, vous vous présentez sur le marché avec cet avantage et cette longueur d'avance. Et pourquoi s'en priver, surtout quand il y a autant d'enjeux à l'international? Donc, par ce témoignage, on voulait vous signaler que oui, soyez méthodologique. Vous pourrez compter sur nous pour vous accompagner sur toute la partie méthodo, mais soyez aussi dans l'anticipation profonde et faites jouer toutes les cartes. S'il y a une norme ISO qui va compter ou qui compte dans votre secteur, faites tout ce qu'il faut pour vous rapprocher de ce texte et pouvoir agir sur ce texte pour préparer votre entrée sur X ou Y marché. Et j'irai même plus loin. Si vous savez que vous voulez un jour truster tel marché dans tel pays et qu'il y a un bureau de normalisation, ben, intéressez-vous à ce qui se passe dans ce bureau de normalisation. Je parle un peu au nom de tous les bureaux de normalisation dans le monde, et plus particulier les francophones, hein, puisqu'on fait partie, l'UNM fait partie du réseau francophone des bureaux de normalisation. Donc, on peut jouer la carte de l'entraide un jour si vous avez besoin d'un sujet d'aide dans un pays francophone et d'aide sur la normalisation dans un pays francophone, parlez-en nous. Mais tout ça pour dire que jouer la carte des normes, truster les groupes qui écrivent les normes, que ce soit au Brésil ou depuis la France, pour atteindre des normes ISO, truster ces groupes où vous pouvez faire changer le texte en votre faveur. C'est dit un peu simplement, mais parfois les choses les plus évidentes sont là, hein. Et comme montrer les 2 titres de presse que j'ai choisis tout à l'heure, certains pays ne se gênent pas pour avoir ce type d'approche. Donc, à nous aussi de développer une autre culture et être plus offensif. Voilà. À Oui, compléter ton propos, je pourrais dire que bien qu'étant une PME, nous oui. avons des filiales dans quelques pays de par le monde et chaque directeur de filiale, patron de filiale dans ces pays-là, une de ses missions, c'est de rejoindre l'instance de normalisation pour être présent et savoir ce qui s'y passe au minimum en ce qui concerne nos normes. C'est une très bonne stratégie et vraiment être dans ces bureaux comme les collaborateurs de Moisson le font à l'étranger, ça vous permet de tisser des liens avec peut-être votre concurrence déjà. C'est toujours important de savoir ce que fait son concurrent. C'est mieux de lui parler encore dans les mêmes commissions de normalisation. Dans ces mêmes commissions, vous rencontrerez possiblement des clients parce que vous savez, enfin non, ce n'est pas une évidence, mais je n'ai pas fait le laïus habituel en début de réunion, mais quand on écrit une norme technique, une norme volontaire, une norme de pratique de marché, vous savez, nous avons nos collèges, un collège de fabricants, un collège d'utilisateurs, un collège pouvoir public, un collège évaluateur, un collège technique. Et nous tous, bureaux de normalisation, travaillons comme ça dans le monde. Donc, il suffit que vous soyez avec nous ou quelque part en Inde ou quelque part au Brésil, vous retrouverez la même composition. Un groupe qui vous permet de rencontrer vos concurrents, mais aussi vos clients. Un groupe qui vous permet de rencontrer un organisme évaluateur ou les pouvoirs publics. Donc, trustez ces groupes pour soutenir tout ce que votre bureau d'études et tout ce que votre équipe commerciale pourra développer. Essayez de truster ces groupes ou de vous faire accompagner pour les truster. Mais en tout cas, ce n'est pas une mission impossible et c'est la façon la plus rationnelle de sécuriser votre arrivée sur un pays cible. Voilà. Mais bon, on a parlé de réglementation, on a parlé normes et on va parler finance également. Parce que vous n'y allez pas les yeux fermés, surtout vous n'y allez pas seul. Et c'est là que Antoine Alopo, directeur général de Sofitex Semeca, entre en jeu, entre en scène. Merci beaucoup, Annie. Merci beaucoup. Pour poursuivre sur les propos de Benjamin puis de Denis. Donc là, oui, j'ai mis un premier slide parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des augmentations, de l'augmentation des défaillances, hein, globalement actuellement. Maintenant, ça fait quelques années.
Ce slide permet de voir que c'est pas uniquement en France, qu'il y a vraiment quand même, voilà, qu'il y a, je dirais que dans le monde et globalement dans les principaux pays, une augmentation des défaillances qu'on retrouve hein, à peu près partout. Donc là, il y a des exemples, hein, notamment pour l'Allemagne, UK, États-Unis, Japon. Donc autour hein, de marges hein, qui sont à la baisse, et puis d'un conflit au Moyen-Orient actuellement qui fait repartir à la hausse les défaillances actuellement dans quelques secteurs clés. Donc voilà, c'est simplement voilà, je dirais un slide voilà qui permet de reprendre un petit peu les risques voilà les risques actuels et de bien se préparer quand on parle d'export et d'anticiper justement la couverture de ces créances, de ces marchés pour avoir la certitude d'être payé. Donc l'idée c'est là de reprendre hein, les différents instruments de paiement. Et puis je parlerai rapidement de CMYK et Sofitech sur le slide qui suit, mais notamment hein, comme instrument de paiement et de sécurisation du poste client la plus particulièrement. Bon, il y a un sujet hein, qui est aujourd'hui bien connu, qui est le sujet de l'assurance crédit. Donc sachez que euh, ces dispositifs hein, qui sont finalement assez souples hein, et qui peuvent être parfaitement adaptés à l'industrie, donc vient couvrir le risque d'impayé tant sur le risque commercial que politique. Hein. Donc c'est un des sujets sur lequel j'insiste, hein, c'est vraiment d'être vigilant, en tout cas sur un certain nombre de pays, bien d'avoir une couverture risque politique, voilà, dans des cas d'émeutes, des risques de non-transfert, etc., que ce risque politique va venir couvrir. Donc l'avantage en plus avec ce type de service, c'est que vous allez avoir accès à de l'information commerciale sur vos clients, sur vos prospects. D'ailleurs, je pourrais rajouter, même si c'est pas le thème, mais nous avons énormément d'adhérents aussi, hein, donc je vous expliquerai après notre dispositif qui vont venir aussi regarder leurs fournisseurs stratégiques et surveiller leurs fournisseurs stratégiques étrangers notamment. Ça va venir indemniser en cas d'impayé, hein, donc si jamais votre client fait défaut, soit via des procédures judiciaires ou voilà ou chez un Chapter 11 aux États-Unis ou des procédures voilà équivalentes dans les différents pays. Mais aussi simplement si votre client a des trous de trésorerie, est en incapacité de vous payer, mais reste in boni, s'il a des fonds propres, mais il n'arrive pas à vous payer. Donc ce sont des sujets qui rentrent en ligne de compte. Et puis quand on parle export, il y a une notion qui est très importante, c'est que ça vous permet d'avoir accès à un service recouvrement. Donc ça peut être très intéressant, notamment quand on fait, et plus particulièrement quand on fait de l'export, puisque si vous avez une créance sur laquelle vous avez besoin d'identifier un avocat qui va avoir les compétences nécessaires en local, connaître la culture locale, c'est vrai que ça peut représenter des coûts très voilà important très rapidement. Donc l'idée c'est que vous avez un peu tout inclus avec je dirais qu'on apporte ce service-là, c'est-à-dire de mettre en lien et de s'occuper en fait du recouvrement de la créance et de mettre en lien avec des avocats et des experts en local. Donc on va venir couvrir, hein, donc c'est aussi bien, je dirais, pour le domaine de la sous-traitance, où on va venir couvrir plutôt des courants d'affaires, et puis on va pouvoir venir aussi couvrir des marchés ponctuels. Donc ça va être plus particulièrement pour des fabricants de biens d'équipement, de grosses machines, je dirais, qui peuvent être des fois sur des montants unitaires de 3, 4, 5 millions. Hein. On a quelques cas comme cela à traiter régulièrement, qui vont, par exemple, être sur des marchés qui vont dépasser 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc l'idée, c'est de travailler sur la couverture de ces marchés avec cette capacité hein, de venir couvrir la France et ou l'export. Hein. Donc bon, là on parle d'export plus particulièrement, donc voilà pour couvrir l'export. Et puis, par la couverture du marché ponctuel, on va venir pouvoir couvrir uniquement son risque de fabrication, ou que le risque de crédit, ou le risque d'appel abusif de caution, ou le risque de politique seule. Donc tout cela, en fait, hein, ces 4 risques qui sont ici repris, c'est du et ou. Hein. Donc on va avoir des industriels, par exemple, qui vont utiliser, j'y reviendrai après, utiliser un crédit documentaire irrévocable, confirmé par une banque française et européenne. Et puis, par exemple, qui vont venir, par contre, couvrir le risque de fabrication via des solutions de type marché ponctuel, de façon à s'assurer de couvrir l'ensemble du marché, de la prise de commande, de la réception du premier acompte jusqu'au paiement final.
Et puis on a une augmentation actuellement dans le contexte actuel d'une demande de risque politique seul. Donc où là on a des industriels qui reviennent vers nous. Le client en tant que tel est un client solide financièrement, mais voilà, il y a une inquiétude autour du risque politique. Donc on va pouvoir venir couvrir ce risque politique en tant que tel, de façon à pouvoir bah voilà, vous verser une indemnisation en cas de difficulté, je dirais, de paiement sur le marché en question. Et puis après, vous avez des dispositifs plus spécifiques qu'on appelle l'excess of loss. Donc ça, on va venir couvrir. Donc les utilisateurs de ce type d'outils sont plutôt des PME qui vont faire au-delà de 25-30 millions d'euros, qui vont venir couvrir, par exemple, leurs 10 plus gros clients stratégiques. C'est-à-dire qu'on va pas venir ni couvrir un courant d'affaires, donc ni, je dirais, le poste client dans sa globalité, ni marché par marché, mais on va couvrir les 10-20 clients stratégiques qui pourraient mettre voilà, à mal la pérennité de l'entreprise. Donc sachez qu'il y a ce type de dispositif qui existe également. On peut passer au slide suivant, Annelise. Donc là, Oui, pardon, c'est celui-ci que tu voulais. parfait. Ouais, c'est parfait. Merci, Annelise. Donc ce slide en effet reprend sur donc qui est CMECA. Alors on a deux entités, hein, donc Sofitech et CMECA. Sofitech est plus sur les sujets investissement, financement, qui n'est pas le sujet du jour, même si on peut travailler à travers Sofitech les sujets autour des cautions sur marché, hein, qui sont des solutions qui peuvent permettre bah, de générer un acompte plus facilement, hein, contre une caution de restitution d'acompte. Donc ça, sachez que c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et puis autrement sur ces mécas, donc là finalement on a en fait faut nous voir comme une centrale d'achat, hein, donc c'est la Fédération des industries mécaniques, hein, qui a créé ces mécas en 1981 pour justement permettre et aider les adhérents à se développer à l'export, à des conditions bonifiées et des conditions, je dirais, contractuelles qui répondent parfaitement au schéma de facturation des industriels mécaniciens. Donc c'est une centrale d'achat, hein, qui va nous permettre de regrouper finalement un petit peu tous les métiers que je viens de dessiner dans le précédent slide, avec cette couverture de l'intégralité des courants d'affaires, marché ponctuel, et puis on a aussi développé un outil donc concernant l'assurance transport. Donc élément absolument essentiel, donc qui est souvent garanti par les transporteurs, mais qui peut aussi être en délégation. On peut avoir un contrat d'assurance transport seul, et donc on peut aussi servir de benchmark, hein, dans ce cadre-là, puisqu'on s'aperçoit souvent que en déléguant l'assurance transport, on arrive souvent à obtenir des tarifications plutôt intéressantes et des baisses de budget assez conséquentes parfois. Donc ça, n'hésitez pas. Et puis l'objectif aussi, c'est d'être dans un accompagnement, voilà, et dans un conseil permanent, hein, c'est notre raison d'être, pour bah, accompagner les adhérents sur l'évolution des marchés, les délais de règlement client, la gestion du bas de bilan. Donc là, par exemple, sur tout ce qui va être délai de règlement, gestion du bas de bilan, on va pouvoir accompagner les adhérents bah, sur les process de recouvrement, les process de relance, les accompagner sur bah, la solvabilité ou les difficultés qu'on pourrait rencontrer avec un client, avec un fournisseur, comment se positionner sur un prospect quand on est en concurrence pour voir comment on peut proposer des conditions de paiement attractives. Et puis on va bien sûr après bah, gérer accompagner sur tout ce qui est risque de défaillance, prospect, fournisseur. Bon, je viens d'en parler. Et puis la notion de risque pays, pardon, que j'avais oublié, qui est une notion qui nous est de plus en plus demandée. Et puis j'avais prévu donc ce dernier slide où là, je dirais qu'on est donc là n'hésitez pas, et on travaille d'ailleurs sur un guide actuellement donc avec la FIM. C'est en fait un tableau qui reprend, alors qui n'est pas parfait, hein, qui donne quelques indicateurs, hein, c'est comme cela qu'il faut le voir, mais qui va reprendre un petit peu sur bah voilà, pays client sans risque entre guillemets, pays sans risque client à risque, ou pays
crédit et client à risque sur les différentes modalités pour sécuriser, enfin, instruments de paiement et sécurisation du poste client, puisque il est vrai que j'ai oublié un point important, c'est que quand on regarde nous ce qui se passe à l'intérieur de la centrale d'achat CMECA sur l'assurance crédit, c'est que la moitié finalement des contrats sont délégués aujourd'hui à des banques ou alors des sociétés d'affacturage, hein, suivant les situations, pour obtenir des financements court terme ou pour obtenir des financements de son marché pour, par exemple, venir financer son encours de fabrication. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et donc pour revenir donc à ce slide-là, c'est que vous avez pour les clients sans risque entre guillemets, donc Swift plus assurance crédit, ce sont des exemples, des factures pro forma plus assurance crédit. Euh, sur les pays sans risque, clients à risque, donc il y a une notion qui est reprise ici, qui est le crédit documentaire. Ça, c'est vrai que c'est juste un point d'attention. Donc, quand on le revoit sur la ligne de droite où on parle de confirmer, c'est que voilà, s'il y a le moindre doute ou suivant les habitudes de fonctionnement qu'on a avec le client ou suivant les pays, de bien être attentif à bien se faire confirmer son crédit documentaire par une banque française ou européenne pour avoir la certitude, je dirais, d'être réglé, hein, puisque le principe du crédit documentaire, c'est de reporter finalement le risque entreprise sur le risque banque, hein, donc la banque du client qui va émettre le crédit documentaire. Donc, il est important de se le faire confirmer si on veut que ça soit une réelle garantie contre le risque d'impayé. Et en sachant que derrière, hein, avec des crédits documentaires, vous pouvez également obtenir des financements. Et puis après, vous avez tout ce qui est stand-by letter of credit, naturellement. Le sujet assurance crédit, nous en avons parlé. Et puis après, voilà, quand il y a un peu plus de risque, c'est le fait de le confirmer, ça c'est vraiment essentiel, au même titre que la SBLC. Et puis bien sûr, le paiement d'avance, l'acompte. Et d'acompte, je pourrais revenir sur le sujet que j'évoquais tout à l'heure, qui peut plus facilement se négocier dans un certain nombre de cas via une caution sur lesquels il ne faut pas hésiter à nous solliciter, sur lesquels on peut accompagner autant, je dirais, enfin voilà, par son émission, mais aussi en tant que conseil tout simplement sur les différentes institutions qui peuvent en proposer. Et puis un point d'attention aussi, oui, sur la remise documentaire, hein, qui n'est en aucun cas, alors très faible sécurité. Donc nous, ce qu'on conseille en tout cas sur la remise documentaire, c'est surtout, voilà, si on veut vraiment être garanti pleinement, c'est de l'associer à une ligne d'assurance crédit, par exemple, peut être une bonne, qui peut être une bonne solution. Voilà, Annelise, j'en ai Bon. terminé. Si voilà, c'était. Mais on est toujours dans les temps. On est toujours dans les temps. C'était on est passé très brièvement, hein, que ce soit sur le côté réglementaire, normatif ou financier, mais c'était vraiment pour vous donner un aperçu des grands sujets à balayer. Avant de passer aux questions-réponses, je voulais vous rappeler que tout simplement, c'est marqué, ne restez pas seul. Ne restez pas seul parce que, en particulier dans notre industrie mécanicienne et tout ce qui est autour, nous sommes, nous avons besoin de techniques, d'être pointus. Donc, ce que vous trouverez chez nous, c'est vraiment cette expertise pointue dans vos domaines. Et ce ne seront pas des informations venues d'Internet ou venues d'une IA. Ce sont des informations qui vous viendront de personnes qui défendent les textes. Je repense à mes collègues Benjamin et Caroline, donc Benjamin Frugier qui est avec nous, ou sa collègue Caroline, qui vont dans les instances européennes pour parler de réglementation, qui vont dans les instances internationales pour parler de réglementation. Donc, si vous avez une information de leur part, c'est une information de première main. Je pense aussi à mes collègues qui animent des commissions de normalisation. Tous nos chefs de projet de normalisation à l'UNM, quand ils vous parleront d'une norme, c'est pas quelque chose qu'ils auront vu sur Internet, c'est quelque chose qu'ils auront défendu, poussé avec leurs experts français. Et de même, quand il s'agit des garanties dont Antoine vous a parlé, c'est qu'il est au cœur et en pleine discussion avec les banques et qu'il a des informations de dernière minute sur comment se déroulent les marchés, comment se discute, comment se passe la tension ou la discussion avec les banques. Donc, vous aurez en face de vous des personnes non seulement expertes, mais sur le terrain, en fait, et qui ont un engagement particulier aussi au sein de la filière mécanicienne. Donc, vraiment, voilà, ne restez pas seuls, venez nous voir. Si on est réunis aujourd'hui tous les quatre, on n'est vraiment pas de parfaits inconnus, au contraire. Ensemble, on est Mécalliance, la bannière commune de l'industrie mécanique. Mécalliance, 4 fondateurs, donc la FIM,
L'UNM, Sofitec Séméca et nos collègues du CETIM, le centre de recherche de la filière mécanicienne. Et c'est parce qu'on est ensemble, presque physiquement dans le même bâtiment, qu'on peut aussi bien travailler à votre accompagnement. Donc, venez nous voir. Vous aurez nos coordonnées dans les slides qui vous seront envoyés. Voilà. Donc, on peut passer aux questions-réponses. Et je vais tout de suite aller regarder. Hop. Il y en a. Alors, peut-on mettre en plein écran? Ça, c'est vu. Concernant la différence entre la 1200 et l'anti-B11, quelles sont les différences pratiquement? Il faudra une deuxième webinaire. Monsieur Berrier, ce que je vous propose, c'est de vous rappeler et qu'on fasse un petit point sur les grosses différences qu'on a observées. Donc, je note de vous recontacter directement. Je pense que la prochaine question de Madame Heller, elle est pour toi, Benjamin. Vous avez évoqué l'importance des certifications rendues obligatoires par la réglementation. Ne pensez-vous pas qu'il faut aussi attirer l'attention sur les certifications obligatoires de facto, tout aussi importantes, ce qui est d'ailleurs peut-être le cas donné aux États-Unis par Denis Schnebelen. Alors, c'est pour Denis et pour Benjamin. Oui, tout à fait. Effectivement, dans l'analyse, quand on parle de certification obligatoire, en creux, il y a aussi la question des certifications de fait obligatoires parce que c'est le marché qui les demande. Donc ça, c'est une analyse qui est plus complexe parce que c'est une habitude de marché. Et donc, sur la base je dirais, de l'analyse qu'on fait, nous, on va pas jusqu'à ce détail-là. On sait, par contre, on sait donner un conseil général sur le fait que, bah, aux États-Unis, où c'est régulièrement le cas, en fait, il y a une certification qui est demandée par le client. Mais voilà, il faudrait faire une analyse de marché. Et là, on n'est plus dans le cadre, on n'est plus dans un cadre strictement réglementaire. Donc c'est une question qui est pertinente, mais dans la mise en œuvre, enfin pour répondre à cette question de façon absolue, c'est pas forcément immédiat et c'est pas tout à fait la même enfin la même prestation. Il y a une dimension marché qui est à prendre en compte. Denis, un retour d'expérience? Non, mais je rejoins la position de Benjamin. C'est vrai que il peut y avoir des exigences de fait qui sont pas forcément écrites dans le marbre. Et je dirais presque oui, c'est le marché là. On est au-delà de la réglementation en fait. Ouais. Ce que je pourrais ajouter, c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Il y a beaucoup de non, enfin, quand on arrive sur un marché qu'on connaît pas, tout n'est pas écrit. Il y a une exhaustivité et on a peur de passer à côté de cette exhaustivité. On a peur de passer à côté des non-dits et de l'implicite. Donc, oui, la question est bienvenue. Oui, c'est possible de répondre à celle-ci avec une approche plus marché, comme l'évoque Benjamin, mais vous avez encore plus de chances de trouver la réponse si vous êtes accompagné par un connaisseur de la filière. Voilà. Donc, peut-être que Benjamin, vous pourrez prendre contact avec madame et peut-être creuser le sujet avec elle. On partagera les coordonnées. Ok, je vois une main levée. Je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Monsieur Leboeuf, vous vouliez poser une question? J'ai libéré votre micro comme vous avez levé la main. Non, je voulais juste dire que j'étais aussi intéressé par cette analyse entre la 1200 et l'ASI et l'ANSI. Ok, Donc, si vous avez un fichier qui existe, je suis preneur parce qu'on est en cours d'analyse et ça pourra m'aider. d'accord, c'est bien noté. Ben, peut-être qu'on montrera un call ou une séance plus précise sur ce sujet-là en particulier, parce que Merci. on ne savait pas que ça intéresserait à ce point. Donc, si vous êtes plusieurs à vous manifester, ben, ça peut faire l'objet d'un webinaire dans l'année, peut-être même pour la rentrée, où on creuserait ça. Mais si vous Euh, avez les équivalents pour la Chine et pour l'Inde, c'est intéressant aussi, hein, puisqu'on a une certification associée à certains produits pour l'Inde, avec une certification BIS associée qui est aussi en référence avec la 1200 à la base.
Ok. Alors, alors en toute transparence, c'est du travail, hein, ça fait partie d'une prestation. Mais il n'y a pas de mais, c'est et. On peut en discuter pour vous aider, pour vous accompagner et partager nos connaissances, qu'elles vous soient utiles. Voilà. Il est 56. Il n'y a pas d'autres questions, je crois, dans le chat. Si, la main levée d'Amandine Brizard, Anne-Lise. Ah, mais c'est notre D'accord. Amandine. Je pense que c'est Non, non, c'était Emmanuel Leboeuf. C'était Emmanuel Leboeuf. Après, on veut bien avoir une question d'Amandine, néanmoins, Euh, si elle en a je une. pense qu'Amandine, elle n'aime pas ça. Ne blaguons pas. Elle va rougir. Possibilité de recevoir l'enregistrement, mais bien sûr, la présentation également. Et à la fin de la présentation, vous avez nos coordonnées à nous quatre. Euh, Denis, président, Benjamin, directeur, Antoine, directeur, sont des personnes très débordées, mais je m'engage à relayer toutes les questions que vous aurez pour eux. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre en copie. Moi, je serai le petit rappel pour qu'ils reviennent vers vous. Et je pense qu'on est bon. On est bon, il est 57, c'est très bien de libérer les gens dans les temps. C'est un Oui, Alice, engagement de qualité. Oui, Alice, on peut quand même dire qu'en fonction des projets des entreprises à l'export, on peut faire une prestation UNM et Clarus, parce que souvent, il y a les dimensions réglementaires et normatives. tout à Voilà, donc fait. ça, on sait faire aussi, hein, il y a pas de problème. D'une manière générale, ce qu'on voudrait que vous reteniez, c'est que vous n'êtes pas obligé de vous adresser individuellement à chacun et que nous travaillons ensemble. Je redis, hein, pour certains, c'est pas très important, mais on est à la maison de la mécanique et nous sommes dans un même lieu où nous pouvons nous parler. Et en plus d'être dans un même lieu, nous sommes sous cette même bannière Mécalliance, qui pourrait plus tard peut-être devenir un guichet unique pour toutes vos questions de ce type. Donc voilà, passez par nous, ne restez pas seuls et posez-nous toutes vos questions. Et si c'est pas nous qui avons la réponse, on vous orientera vers d'autres qui l'ont, hein. Je sais que la FIM travaille avec Business France, si on a un autre interlocuteur qui peut vous être plus utile, on va pas jouer les empêcheurs. Donc restez pas seuls, on vous orientera si nous n'avons pas la réponse. Ok? Bon, ben c'est tout bon. 58, je vous souhaite un bon appétit et surveillez bien vos boîtes mail pour le replay ou juste les slides. Voilà. À bientôt. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Bonne Au Au journée. revoir. revoir.